Alors, avant de parler du projet et du portail gravure, qu'est-ce que c'est un portail et un projet sur Wikipédia? En fait, d'abord, il y a ce qu'on appelle les portails. Si vous regardez au bas d'un article, hop, je ne sais pas si on va voir ici, vous voyez, il y a souvent un petit bandeau comme ça avec des espèces de thèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle des portails, donc portail de la gravure. Et donc, en fait, un portail, c'est un regroupement thématique. Donc un article comme Rembrandt, il aurait peinture, gravure, XVIIe siècle, des choses comme ça. Et en fait, derrière ces portails, alors les portails présentent des informations générales sur le thème. Ça peut être une liste d'articles, une liste des personnes qui sont les plus représentatives de cette thématique, sur des articles particuliers, sur les catégories qui sont à la racine de ce thème. Et puis ensuite, on a les projets. Et en fait, les projets, c'est ce qui permet de faire vivre le portail. Donc en fait, il y a à la fois la maintenance du projet lui-même, du portail lui-même, c'est-à-dire tout bien référencé, en particulier sur la catégorisation. Enfin, moi, je vais y revenir plus tard. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la synergie entre contributeurs. Donc c'est essayer de travailler avec un maximum de contributeurs sur des sujets, tout simplement pour avancer plus vite et puis développer des articles ou des sujets. Alors, rapidement, sur l'histoire du portail, en fait, je mets que c'est lié à ma propre histoire de contributeur parce que quand j'ai commencé à contribuer, ce portail n'existait pas. Moi, j'avais commencé à travailler sur la poésie espagnole au XXe siècle, donc rien à voir. Et en fait, une façon de contribuer dans Wikipédia, c'est de traduire des articles depuis une autre langue. Donc moi, en l'occurrence, je suis bilingue espagnol et je contribue beaucoup en faisant des traductions depuis l'espagnol. Et comme ça, il y a un contributeur qui m'a repéré, entre guillemets, et qui m'a dit, je vais vouloir faire un travail assez important sur Goya. Est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble pour traduire plusieurs articles, notamment des estampes ou des tableaux sur Goya? C'est pour ça que j'ai mis ma petite estampe à côté. Et donc on a commencé à créer pas mal d'articles. Et puis justement, quand je crée des articles comme ça sur des estampes, je me disais, mais quel portail et quelle catégorie je mets? Parce que des fois, il y avait des estampes qui existaient déjà, par exemple sur les Caprices, qui sont très connus, où le portail c'était peinture et la catégorie c'était tableau de Goya. Donc je me disais que ça allait pas du tout. Donc à force après quelques articles comme ça, je me suis dit, bon, il va falloir peut-être trouver une autre solution. J'ai consulté le projet peinture, le projet histoire de l'art, et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait peut-être créer un portail et un projet gravure, à condition bien sûr que quelqu'un soit derrière pour le maintenir. Donc c'est comme ça que j'ai créé le portail gravure en mai 2014. Et depuis, j'ai essayé beaucoup de recruter parmi les contributeurs que je voyais qui travaillaient sur des sujets de gravure, pour travailler ensemble, pour mener des projets ensemble, etc. Mais je vais entrer un peu dans le détail tout à l'heure. Donc maintenant, c'est un projet qui est actif, donc ça j'en suis assez content, parce que c'est un thème qui est pas super populaire, on le verra aussi plus tard. Alors qu'est-ce qu'on fait actuellement au sein du projet gravure? On débat sur les problématiques qui surviennent. Alors, j'exagère un peu avec la gravure de Paul Aiolo, mais en réalité, c'est très courtois. On se pose juste des questions. Comment catégoriser certaines œuvres? Quelle technique est faite, etc. Quelles sont les sources qu'on peut consulter pour travailler certains sujets? Ou même des sujets plus sémantiques, du genre, est-ce qu'on dit graveuse ou femme graveur? C'est des choses comme ça qu'on a besoin de discuter. Des choses qui mobilisent pas mal, c'est les wiki-concours. Alors, wiki-concours, c'est juste régulièrement, 2 fois par an, pendant 2 mois. Il y a un concours qui est organisé autour d'une thématique. Ça peut être développer des articles qui sont très peu développés pendant 2 mois. Donc, en gros, le concours consiste à développer un maximum d'articles. Ou prendre des articles et puis les amener à ce qu'on appelle un article de qualité, ou qu'on appelle les articles labellisés. C'est vraiment des articles développés au maximum de ce qu'on peut développer. Alors, il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste que ça permet de se réunir autour d'un sujet, de travailler ensemble et puis développer tout simplement l'encyclopédie. D'ailleurs, on peut participer à plusieurs équipes dans les wiki concours, donc c'est vraiment... ensuite, on s'organise autour de besoins rédactionnels particuliers. Et là, comme ça, ce qui me vient, c'est, à un moment donné, on avait découvert que l'article sur la manière noire, pour ceux qui connaissent,
était très peu développé. Il y avait très peu d'artistes sur cette technique de l'estampe. Et du coup, on était 2 ou 3 à être allés en bibliothèque, à avoir compilé des informations sur les articles les plus notables, les artistes les plus notables. Et on a fait une liste de tous ceux qu'il fallait créer. Et on s'est réparti un peu les tâches. Et voilà, je trouvais que c'était très bien. Tout le monde était très motivé. C'est ce qui mobilise pas mal les contributeurs. Alors, quel genre de contributeurs il y a? Alors, officiellement, il y a 16 membres officiels. Plus ceux qui participent, enfin, c'est-à-dire qui créent des articles sur l'estampe ou des graveurs, etc., mais qui ne sont pas inscrits dans le portail. De toute façon, ça n'engage à rien, c'est juste pour dire qu'on participe à un portail. Et puis tous les autres. Par exemple, en ce moment, il y a une contributrice qui crée des articles sur des graveuses inuites. C'est génial, on n'y aurait jamais pensé. Mais parce qu'en fait, elle est dans une démarche où elle veut développer des articles sur des femmes. En fait, il y a un gender gap qu'on essaie de combler et c'est pas mal. Donc il y a plusieurs vraiment types de contributions. Et donc en réalité, ceux qui sont actifs dans le projet, dans le cadre du projet, on est peu, mais par contre on est très actifs. C'est-à-dire que dès qu'il y a un projet de travailler sur un sujet, on est 2 ou 3 à être très actifs. Et puis il y en a d'autres qui s'ajoutent, qui disent moi si vous voulez je peux créer des mini-ébauches d'articles rapidement. Voilà. Donc ça c'est très sympa, c'est pour ça que l'activité est fortement dépendante d'une action collective, un sujet en particulier où on veut qu'il concourt. Alors le problème qu'on a, en fait ils sont inhérents à l'estampe en elle-même et à Wikipédia. L'estampe parce que c'est un sujet pas très populaire, ou finalement c'est très peu connu. Moi-même avant de créer le portail et de travailler sur Goya, j'en avais une idée vague et maintenant donc je me suis entre guillemets spécialisé, mais c'est sûr que très peu de gens finalement connaissent ce sujet. Donc pour recruter des Wikipédiens qui travaillent sur ça, c'est encore moins évident. Et puis les problèmes inhérents à Wikipédia, qui sont la difficulté de recruter des nouveaux contributeurs, parfois la difficulté de contribuer. Maintenant avec l'éditeur visuel, tout ça c'est un peu plus facile, mais malgré tout il y a beaucoup de gens qui rencontrent des difficultés, il y a beaucoup de normes. Il y a beaucoup de conventions à suivre, notamment typologiques, etc. Et il y a des gens que ça rebute, parce que aussi en face, il y a des gens qui sont très tatillons, et voilà. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a une ignorance générale autour de l'estampe. Donc en fait, on a beaucoup d'articles qui sont très mal catégorisés, comme je disais tout à l'heure avec des œuvres de Goya. Donc il y a un gros travail qui a été fait pour recatégoriser correctement les articles, bien les renseigner. C'est-à-dire qu'il y a plein d'artistes qui sont définis comme peintres, mais qui sont aussi graveurs, et parfois surtout graveurs. Donc Rembrandt, par exemple, jusqu'à peu, c'était pas un graveur, alors que c'est quand même un des plus importants. Voilà. Il y a des articles labellisés, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est ceux qui sont très développés, où l'œuvre gravée est pratiquement ignorée. Donc il n'y a pas longtemps, il y a un article sur Pierre Bonnard qui a été labellisé. Il était, alors pour labelliser, en fait, c'est une espèce de vote des contributeurs, c'est-à-dire qu'on relit l'article, on voit s'il a l'air complet, etc. Et puis on vote, on réclame certaines corrections ou on vote pour la labellisation. Il était sur le point d'être labellisé alors que pratiquement son œuvre gravée était pratiquement ignorée. Donc je suis allé en bibliothèque, j'ai trouvé un seul ouvrage sur l'œuvre gravée de Bonnard à la bibliothèque Forney. Voilà. Et du coup j'ai vite travaillé dessus, j'ai développé le sujet. Donc il n'y avait pas que des lithographies, il y avait plein d'autres œuvres et voilà. Mais bon, il faut être vigilant, quoi, et c'est ça qui est compliqué. Et ça, le problème, c'est qu'on est peu, en fait. Donc, les conséquences, c'est que les listes de suivi sont pleines. C'est-à-dire qu'en fait, dans Wikipédia, on peut suivre tous les articles sur lesquels on travaille ou qu'on surveille, parce que des gens qui sont pas toujours bienveillants. Donc, en fait, on a des listes de suivi qui sont pleines, et il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup d'articles à relire pour vérifier s'il n'y a pas des oublis, etc. Pour développer un peu ce portail et nos activités, pour ainsi dire, en fait, on essaie de réfléchir à qu'est-ce qui peut aider à pousser les gens à contribuer un peu plus sur le portail ou le projet gravure. Il y a des sujets populaires comme l'estampe japonaise. C'est une des premières estampes que les gens connaissent avec la grande vague, etc. Travailler sur des artistes célèbres, par exemple Picasso, il a une œuvre gravée énorme et en fait il y a pratiquement rien non plus sur Wikipédia. Donc ça peut être intéressant de travailler sur Picasso quand même, je trouve. Ou on en parlait beaucoup là, ce matin, la valorisation des fonds publics. Donc
Bon, je ne vais pas développer sur ce sujet, il y a eu des choses beaucoup plus intéressantes faites ce matin. Et en fait, j'avais essayé de réfléchir à des besoins vis-à-vis des institutions. Parce qu'en fait, nous, on n'est pas des pros, justement, pour revenir à certains sujets. Et pour rechercher des informations, on fait sur le tas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune méthodologie de recherche, en réalité. On apprend au fur et à mesure. Donc déjà, la façon de chercher les informations, on a besoin parfois d'un peu d'aide. Après, même sur les formations théoriques, il y a des articles très importants sur la gravure. Comme là, je l'écris, gravure, estampe, gravure sur bois, eau-forte, qui sont peu développés. On aurait besoin de gens qui connaissent vraiment le sujet ou qui ont des ateliers pour qu'on puisse photographier tout un processus, des choses comme ça, pour alimenter ces articles. Et puis proposer des journées de collaboration, donc on parlait des éditatons, des choses comme ça. On peut envisager de faire découvrir des articles qui sont dans des collections qui ne sont pas du tout sur Wikipédia. Alors après, je pensais aussi à améliorer les accès aux espaces de recherche, mais surtout, enfin, les deux, quoi, on va dire, aux espaces de recherche et aux conditions de prêt. Donc, moi, par exemple, quand j'emprunte un livre, il faut vite que je le rende au bout de 3 semaines, alors que ça prend du temps, des fois, d'exploiter un livre sur une œuvre gravée d'un artiste. Surtout que on fait ça sur le temps libre, hein, donc voilà, on n'a pas toujours le temps. Et ensuite, j'essaie de rebondir un peu sur la thématique du jour avec les images libres et les images avec des licences adéquates, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de copies fraude d'institutions célèbres que je ne nommerai pas. Donc voilà, pour ces points-là. Ouais, j'ai essayé d'aller vite, donc est-ce qu'il y a des questions ? À table. Sinon, on va à la table. Si tu veux répondre à des questions, tu peux. Est-ce qu'il y a des questions pour nos 2 derniers intervenants ? Ou les deux. Ouais, ou des remarques contemporaines. Ouais. Non, parce que sinon ça n'enregistre pas. Rapidement pour Madame Pringuet, vos bornes chronologiques, c'est quoi ? Alors, pour la thèse, c'était 1951 à 2018. C'était le début du 1% artistique jusqu'à l'année, 2017, jusqu'à l'année de la remise. Et pour le projet Atlas Museum aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est toute œuvre qui est dans l'espace public, peu importe sa date de création. Donc on peut imaginer mettre des œuvres du 19e. Ah oui, il y a même des œuvres rupestres. Oui, oui. D'autres questions ? Je ne sais pas si ça avait été mentionné, mais il y a des œuvres aussi comme le land art ou des choses qui ne sont pas pérennes. Ah oui, alors le corpus, c'est œuvres pérennes, œuvres éphémères. D'accord. Ce qui était l'objet d'une grosse discussion avec le ministère de la Culture, justement, sur la nécessité d'inventorier les œuvres éphémères. Et finalement, moi, c'était évidemment pour moi très important et c'était pas gagné. Ouais. D'accord. Moi, je suis très intéressée par, évidemment, la question des autorisations obtenues pour les images. Et votre projet aurait pu d'ailleurs faire partie, si on vous aurait pu interviewer pour le rapport, parce que j'imagine que c'est des situations très diverses. Donc vous dites que vous êtes adressé à 500 artistes, et ensuite aux sociétés de gestion que sont la DAGP, qui est quand même pas connue pour son ouverture ni pour son désir de faciliter les choses. Comment ça s'est passé vraiment de manière très franche ? C'est-à-dire, vous avez obtenu tout ce que vous vouliez comme image, ou il y a des choses auxquelles vous avez dû renoncer, ou avec la DAGP, j'ai dû négocier sur un volume d'images, et ce qui est assez complexe et assez peu gérable, c'est que la négociation elle a une durée limitée dans le temps, ce qui pour un média numérique n'a pas de sens, et un projet de recherche encore moins. Alors depuis, donc finalement j'ai payé un forfait, j'ai dû moi-même donner la liste de nombre de visuels, donc c'était quand même un fichier Excel horrible. Je leur laisse le soin de vérifier, parce que et une négociation tarifaire, donc j'ai dû régler la DAGP avec la subvention que le ministère de la Culture a bien voulu. Et c'est temporaire, bien sûr.
Et c'est Et temporaire. comment vous Sauf envisagez que la pérennisation des images sur le site? Depuis, il y a la loi sur la République numérique. Et alors, Atlas Museum, mais c'est pour ça que c'est pas un exemple qui peut être généralisable, parce que c'est un exemple, c'est un projet de chercheur, puisque le projet, le site, il est hébergé à mon nom, bien qu'il est porté par une association. Donc, si c'était l'association, et ça rentrerait pas dans l'exception. En tout cas, le projet rentre dans l'exception de la loi de la République numérique. Donc, et puis, toute nouvelle contribution, c'est-à-dire toute personne... Parce qu'il y a 3 niveaux de droit. Par exemple, pour le 1%, il y a le droit du créateur, l'artiste, du photographe et parfois de l'architecte, puisque c'est une œuvre intégrée à l'architecture. Je pense qu'on ne peut pas faire plus compliqué. Après, c'était ça qui était intéressant. Oui. Et moi, c'est comme ça... Vous pourriez nous donner une idée ou une échelle du montant que vous payez à la DG pour combien d'œuvres? Mais alors après, ça a peut-être changé, parce que les barèmes, ils changent d'une année à l'autre. Mais le barème, ils sont, je pense qu'on peut les télécharger en ligne, hein, leurs barèmes, leurs tarifs, les tarifs de la DGP. Oui, non, mais on les connaît, nous, au Musée des Beaux-Arts aussi, oui, parce qu'on j'imagine paye que- régulièrement des œuvres, mais c'était dans le cadre de votre projet. Moi, je Et pourrais alors, vous parler d'un autre projet je après. pourrais vous en reparler. Je me souviens plus si c'est C'est- confidentiel ou pas, donc il faut peut-être que Ah bon Je crois pas que ce soit confidentiel, non? Ben, moi, j'ai signé, Nous, mais- j'ai signé une Je convention sais avec eux, mais je peux pas. Oui, Je me d'accord. souviens plus si Ah oui. je suis censée le dire. Nous, ou on pas, a mais- monté un site qui s'appelle un site Histoire des Arts pour les enfants, les élèves de CM2, je crois, qui passent le certificat. Non, c'était le certificat. C'était 3e, excusez-moi, de 3e. Donc, on a fait un site Histoire des Arts sur les collections du 20e du Musée Oui, des oui, oui. Beaux-Arts, avec énormément d'œuvres des collections. Et on a eu une aide de la DRAC donc pour créer le site de 20 000 euros. Donc, le site a coûté 20 000 euros. Et on ne s'était pas posé la question des droits ADAGP. Les droits ADAGP, c'est un montant de 8 000 euros. Donc après, on parle d'accessibilité au plus grand nombre, alors que c'est un vrai couteau Sur dans le le... Voilà. contemporain, oui, et puis sur la législation qui crée une fausse liberté de panorama dans le cas de l'art public. Enfin, c'est pas résolu du tout, quoi. Oui, et puis personne ne donne son avis. C'est-à-dire que nous, l'Éducation nationale, nous ont remercié d'avoir fait ce site, effectivement, voilà, l'académie, etc. Mais derrière, on doit quand même payer 8 000 euros. Alors, je crois que la convention, c'est tous les 5 ans à la DAGP, mais Ouais. c'est quand même énorme, quoi. On ne C'est sait pas énorme. si le site va être viable. Ah oui, et pourquoi tant d'efforts s'il faut tout retirer Y a-t-il une dernière question? Oui. Quand vous parlez de l'art public, est-ce que vous reconnaissez tout ce qui est art, je dirais, illégal, comme les tags, les graphes, et qui peuvent être parfois... vous les référencez aussi? En tout cas, c'est ouvert, ils seront toute personne. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est D'accord. bien sûr. Oui, le Donc seul le critère, street art, de manière générale, c'est bon. bien sûr, c'est de l'art dans l'espace public. Ouais. Le seul critère, c'est que ce soit une œuvre, donc avec un artiste, et dans l'espace public. Bon, ça c'est l'objet de ma thèse pour justement définir le périmètre de l'art dans l'espace public. C'est pas simple, mais c'est. Je voulais savoir aussi, pour toutes les personnes qui sont intervenues dans la deuxième partie, comment on contrôle le côté participatif. Parce que, alors bon, il y a des Wikipédiens qui sont pas spécialistes, qui le deviennent, parfois qui sont déjà spécialistes. On fait intervenir lors des éditons, j'ai l'impression, des personnes très variées. Donc, comment, après, est-ce que l'enrichissement est contrôlé par des spécialistes ? Alors en fait, ce qui est important, c'est que les Wikipédiens, entre guillemets, c'est important qu'on ne soit pas spécialiste. Parce que Wikipédia, c'est une source tertiaire. C'est-à-dire qu'on se base sur des sources secondaires. Donc en fait, on ne crée pas de contenu, on fait un résumé du contenu qui existe. On fait un résumé du savoir actuel pour le publier, tout simplement. Donc, pas besoin d'être spécialiste, si ce n'est pour savoir quand même de quoi on parle. C'est pour ça que moi, j'avais pris des cours de gravure et d'histoire de l'art quand j'ai commencé ce projet. Mais c'est pas moi qui vais publier un essai sur Rembrandt, quoi. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre sur la... Ouais. Alors, la vérification sur Wikipédia est comment ça s'appelle, est faite par tous. Et du coup, on a tous une petite spécialité, on a tous un petit bouquin à disposition pour pouvoir vérifier une information. Donc la spécialité de tous les Wikipédiens, c'est d'être capable de chercher une info, quelle qu'elle soit.
C'est juste ça, et donc une fois qu'on est sûr de l'info, on peut valider ou infirmer l'information s'il y a un problème. De toute façon, le vandalisme est souvent très facilement identifiable, donc il est vite enlevé. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait plutôt bien. Globalement, regardez les résultats, quoi. Il y a des articles, quand on n'est pas sûr, on met qu'on n'est pas sûr. Quand les articles sont tout pourris, on met qu'il faut absolument tout refaire. Et puis quand les articles sont de qualité et qu'il y a tout plein de sources, vous pouvez lire avec critique en tant qu'expert, regarder les diverses sources qui ont été utilisées, et puis dire finalement il manque les sources majeures, ou il est passé à côté de tel écrit ou tel machin. Et vous pouvez le mettre dans l'espace de discussion de l'article et indiquer cet article, en fait, il est marqué de qualité, mais il manque des choses. Et personne n'est parfait, personne ne peut tout savoir sur quelque chose. Et donc, c'est ça, la construction à plusieurs de Wikipédia qui se fait. Et on n'a jamais prétendu être parfait sur quel que soit le sujet. Par contre, regardez les résultats, on a quand même des articles qui, quand les gens ont travaillé plusieurs années, parce que c'est rarement un travail d'un mois ou d'une semaine, c'est vraiment des travaux sur du très long terme pour beaucoup de personnes. Surtout quand c'est plusieurs personnes, on arrive à des résultats qui ne sont pas trop moches, quoi. Et je rajoute que tout le monde peut corriger, y compris les professionnels de musée. Donc si vous voyez une erreur sur votre institution, bien sûr, il n'y a même pas besoin d'être inscrit. Juste avec une adresse IP, vous pouvez corriger. Et alors je ne dirais pas qui c'est, mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps un commissaire d'exposition fâché de voir dans la presse des erreurs répétées dans tous les articles sur l'artiste dont faisait objet l'exposition qu'il avait préparée, qui en a eu marre et qui a été réécrire l'article Wikipédia. Et du jour au lendemain, les articles de presse sur son exposition ont monté de niveau et il n'y avait plus les mêmes erreurs qui étaient répétées. En fait, certains journalistes utilisaient Wikipédia plutôt que le dossier de presse et des informations fausses étaient répétées d'article en article. Il a pris le problème à la source, il a été corrigé, je crois, sous adresse IP d'ailleurs, même pas, il n'a même pas créé de compte. L'article, et alors tout le monde y gagne, lui il est content de la couverture presse de son expo, et Wikimedia a gagné un article amélioré, donc la communauté a gagné un article amélioré pour tous. Par ailleurs, sur la question de l'expertise, il y aura un atelier cet après-midi qui se rajoute à la liste de ce qu'on avait prévu. Clément Saluani donnera en fin d'après-midi un atelier sur, je ne me rappelle plus exact, mais en gros c'est comment se placer en tant qu'expert dans la communauté, c'est-à-dire quand on arrive en tant qu'historien de l'art, en tant que professionnel d'une institution, comment contribuer sans créer de tension, parce que si vous arrivez avec l'argument d'autorité et ça nous arrive, on a le problème, avec Cédric, ça nous est arrivé plusieurs fois, si j'arrive en disant mais moi je suis historienne de l'estampe, je sais, je vais me faire bouler. Donc il faut, plutôt que je dise je suis historienne de l'estampe, je sais, il faut que je dise là vous avez fait une erreur parce que l'ouvrage que vous avez utilisé, historiographiquement il est dépassé. On a eu le débat sur, je crois, une page qui s'appelait les vieux graveurs, enfin un terme qui était plus usité en fait c'est un terme anglais qui est Old Masters, et qui n'existe pas en français en fait ce terme. Et c'est ma faute, en plus c'est moi qui ai traduit ça en français. Donc estampe de vieux maître, mais en fait ça n'existe pas en français. Donc voilà. Je vais reprendre cet article et le transformer en histoire de l'estampe, mais voilà. Voilà, donc on a corrigé et ça, on a vu dans les discussions. Bon, Cédric me connaît, donc il m'a appelé pour que je réponde, mais parfois il y a des gens qui vont se dire mais d'où elle débarque à dire que c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a toute une manière d'entrer dans l'édition des projets avec la communauté. C'est toutes les règles, je sais plus qui en parlait, mais les petites règles de contribution qui sont parfois un peu compliquées. Et donc ça fera l'objet d'un atelier spécifique cet après-midi, mais aussi d'autres ateliers. Je pense que ça sera abordé dans de nombreux ateliers, puisque c'est une question qui revient tout le temps. Ça me permet donc de conclure pour ce matin et de vous annoncer une bonne nouvelle pour les ateliers. J'ai fait le pointage tout à l'heure. Je n'étais pas très attentive parce que je pointais le nombre de personnes. Donc, à moins qu'il y en ait qui n'aient pas signé la feuille en arrivant, normalement, on a assez de place en atelier cet après-midi pour toutes les personnes qui étaient marquées en attente. D'accord ? Tous ceux qui étaient sur la liste d'attente, donc ceux qui avaient mis « oui, je viens aux ateliers », vous avez une place. Ceux qui étaient en attente, à qui j'avais répondu « attention, pour l'instant, il n'y a plus de place, vous êtes sur liste d'attente », vous devriez pouvoir trouver une place dans les ateliers parce que, à moins qu'il y en ait beaucoup qui n'aient pas signé, on n'arrivera pas au-delà de 50 personnes qui étaient notre jauge maximale. Si jamais il y en a qui n'ont pas signé, n'hésitez pas à revenir me voir, comme ça je vérifie les chiffres. Voilà, donc on vous laisse partir pour déjeuner. Vous avez de la chance, il fait très beau. Donc pour ceux qui ne sont pas parisiens, vous avez le Palais Royal juste à côté. Il y a une petite terrasse juste là, donc vous pouvez aller chercher un sandwich, vous installer sur la terrasse.
je vais récupérer les intervenants et on se donne rendez-vous dans cette salle à 14h30.